Le papillon est un exemple bien connu pour illustrer la complexité du monde. Vous en avez entendu parler de l'effet papillon, cette fameuse histoire où on vous explique qu'un papillon au Brésil qui peut, d'un battement d'aile, déclencher un ouragan en Europe. On a beau nous dire que le monde est de plus en plus complexe, il a toujours été complexe déjà à l'époque, on le disait bien avec cette allégorie. Mais ce qui se passe avec le big data, on ne peut toujours pas contrôler le papillon, ça on ne sait pas faire. Mais ce qui se passe avec le big data, c'est qu'on peut le voir, le papillon. Parce qu'on a des moyens, donc la technologie, qui nous permettent de surveiller tous les papillons d'un coup. Et donc on ne sait pas trop effectivement comment téléguider et créer peut-être un papillon qui va créer un ouragan, mais on peut observer tous ces petits signaux faibles, comme on dit. Donc le big data, en fait, c'est du très small data en vérité. Et du coup, même si on ne peut pas contrôler les papillons, on peut en prendre des décisions de ces observations, de ces analyses, qui vont permettre d'agir à une échelle très granulaire, à l'échelle de la personne. Et c'est cet avantage, je dirais, compétitif qu'ont les acteurs qui maîtrisent ces big data, qui leur permettent de gagner à l'ère numérique la compétition dans toutes les filières, en fait, dans tous les domaines, puisque petit à petit, toutes les filières sont en train de vivre leur révolution numérique. Je suis désolé, je ne vais pas vous apporter beaucoup de réponses, je vais vous apporter beaucoup de questions aujourd'hui. Aujourd'hui, on avance de plus en plus dans la capacité de diagnostiquer les maladies avant qu'elles démarrent. La plupart des cancers, par exemple, aujourd'hui, ne sont détectés qu'au moment où on a une douleur et qu'on va chez le médecin, et malheureusement, c'est des stades 3, des stades 4. Sauf que maintenant, on commence à mettre au point des méthodes de diagnostic du cancer avec une simple prise de sang, avec des procédés très très peu chers, qui font qu'on va savoir le moment où vous avez un soupçon de maladie. Et d'après l'analyse, d'après ce que la grande machine qui s'occupe de votre santé, donc la plateforme qui aura pris le marché de la santé, va savoir sur vous, votre ADN, combien vous avez marché, combien vous avez mangé, qui vous fréquentez, les microbes qui se baladent autour de vous au bureau, à la maison. Vous allez vous lever un jour le matin et votre téléphone va vous dire « Aujourd'hui, c'est pas une bonne idée d'aller au bureau. » Parce que d'après ce que je sais aussi des maladies que vos collègues portent, d'après ce que je sais de votre état de santé et de ce que vous avez vécu pendant les dernières semaines, je pense que si vous allez au bureau, vous allez attraper une grosse grippe qui va vous clouer au lit 3 jours si vous allez au bureau. Alors, c'est pas sûr, il y a 80% de chance. Et alors donc vous n'allez pas au bureau, mais c'est un congé maladie ou comment vous allez expliquer que ça, votre chef? La médecine aujourd'hui, elle est curative. Quand on va passer en préventif, ce qui est en train d'arriver, ça va être un peu plus compliqué de poser des congés maladie. Alors, comme je vous disais, je vous pose la question, je n'ai pas la réponse. Du coup, ceux qui arrivent à prendre des décisions avec ces signaux, tout de même, parce qu'ils sont dans un environnement qu'ils maîtrisent entièrement, ils arrivent à exploiter ce qu'on appelle la longue traîne de leur marché. En anglais, la long tail. C'est-à-dire, dans le marché, par exemple, on va prendre les livres, puisque il est bien connu, Amazon. Amazon, aujourd'hui, maîtrise mieux que tout le monde l'art de vendre des toutes petites séries de livres. Des livres tirés à 100, à 500, à 700 exemplaires. Ce sont des livres qui vont plaire à un petit nombre de gens, mais celui qui sait trouver pour chaque personne le livre un petit peu rare et qui va lui plaire, il va rafler ce marché qui avant n'existait pas parce que à la FNAC, il y a la place pour mettre 10 000 livres, c'est tout. Donc, désolé, mais si vous ne tiriez pas un certain nombre, vous ne pouviez pas passer. Aujourd'hui, la numérisation permet d'accéder au catalogue complet. Et celui qui va pouvoir vendre tous ces livres en petite quantité à chaque fois, mais des milliers et des milliers de références, il va aussi récupérer le marché de masse, en fait. Et du coup, il va dominer son secteur. C'est mécanique. Donc Amazon le fait dans le livre, Apple a pris la musique, il a fallu, pour lui faire concurrence, arriver sur des modèles gratuits. C'est poussé à un tel point que finalement, le modèle économique du 21e siècle est en train de fonctionner selon des règles complètement différentes de ce qu'on a connu pendant l'ère industrielle, les 200 dernières années. L'économie telle que vous et nous avons appris à l'école, je fabrique un objet, et je me débrouille pour le vendre plus cher que ce que je l'ai fabriqué.
Et la différence entre prix de vente moins prix d'achat, c'est ma marge, j'essaye de vivre avec. L'économie nouvelle, qui est en train de se profiler au XXIe siècle, c'est je vais prendre un objet n'importe lequel, mais je vais prendre tout le marché pour vendre ça, pour vendre des chansons, pour vendre des livres, pour vendre des voyages, vendre des chambres d'hôtel, du transport de personnes. Je vais vendre at cost, très très peu de marge, voire en général on perd de l'argent. Mais par contre, dans la transaction, cher client, vous allez me donner vos informations personnelles. Et puis aussi, vous allez travailler un petit peu gratuitement pour moi, parce que vous allez me permettre d'exploiter ces informations personnelles pour votre bien, parce que je vais vous donner des meilleures recommandations de livres, de lieux de vacances, etc., etc. Puis aussi pour le bien des autres, puisque je vais utiliser vos données et pouvoir améliorer le confort de vie de tout le monde. Et la plateforme, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, gagne sa vie en monétisant toutes les informations personnelles qu'elle a collectées sur le consommateur, qui a signé les conditions générales de vente, hein, donc il est d'accord. Et ce qui est publiquement disponible sur Internet quand on tape votre nom sur Google. Après, il y a plusieurs méthodes pour monétiser un petit peu cette différence de potentiel, ce gap. Et les petits effets de bord, par exemple, il y a de plus en plus d'informations publiques sur vous, donc les plateformes sont obligées d'aller chercher de plus en plus d'informations privées sur vous. Donc c'est la course à essayer d'en savoir le plus possible sur vous. Et c'est surtout un modèle qui fait très très mal aux acteurs traditionnels, ceux qui espèrent toujours vendre leur chambre d'hôtel plus cher que ce qu'ils l'ont acheté. Parce que eux, évidemment, n'ayant pas les datas derrière pour monétiser et pour gagner leur vie, ils sont obligés de rester dans ce modèle ou d'aller faire du lobbying pour faire interdire le nouvel entrant. Ce qui dure un certain temps. Mais à une échelle mondiale, c'est un peu compliqué. Parce qu'évidemment, on peut peut-être bloquer un acteur dans un pays. Mais si on bloque un acteur dans un pays, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se développer dans tous les autres pays, jusqu'à ce qu'il atteigne une taille telle que finalement, il sera un monopole mondial et on va le venir à genoux, le supplier de revenir dans notre pays. Ce phénomène de concentration d'enjeux, de valeurs sur cette long tail, elle pose quelques autres questions intéressantes. Par exemple, dans le secteur des assurances, le design, la manière dont c'est fait, dont c'est conceptualisé, c'est que on va mutualiser les risques. Je vais assurer plein de gens, plus j'assure de gens, plus je collecte de cotisations, et puis quand il y en a un qui est malade, je le rembourse. Quand il y a un incendie, je rembourse. Mais quand vous travaillez dans la long tail, vous hyper spécialisez les profils, et donc votre enjeu en tant qu'assureur, pour maximiser votre profit, n'est plus d'assurer un maximum de gens sur un contrat standard. L'assureur qui va gagner, c'est celui qui est capable de sortir tous ceux qui sont susceptibles d'être malades, de se faire cambrioler ou de casser leur voiture, et d'assurer que ceux qui n'auront pas d'accident. Donc là où, sans changer les règles du jeu, les assurances qui avant avaient un effet, je dirais, d'amortissement sur la société, puisque ça crée une solidarité par la mutualisation du risque, avec l'avènement du big data, on se retrouve, si on ne change pas les règles du jeu de l'assurance, avec un système qui va au contraire renforcer les inégalités, puisque l'assureur saura probablement mieux que vous les risques que vous encourez, et il va vous assurer en fonction, et s'assurer que, etc. Et donc il va falloir trouver un moyen. Encore une fois, j'ai quelques réponses, mais on pourra y passer l'après-midi. Il va falloir trouver un moyen de s'adapter à ce système. On parle toujours de la Google Car qui se conduit toute seule, mais Google, ils sont juste meilleurs en marketing. BMW en fait une, Renault en fait une, tout le monde fait des voitures qui se conduisent toutes seules. La question aujourd'hui n'est pas de savoir si on va en avoir, la question c'est plutôt quand. Et la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est quand vous êtes dans votre voiture qui se conduit toute seule, et qu'il y a quelqu'un qui traverse la route là, la voiture, elle a deux options, soit elle écrase la personne, soit elle vous envoie dans le platane. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle détermine que soit elle va écraser la personne, soit elle vous envoie dans le fossé. Elle va freiner du mieux qu'elle pourra. Aujourd'hui, on dit, j'ai pas eu le temps, du coup, j'ai écrasé la personne, plutôt que de m'envoyer dans le platane, faut pas m'en vouloir. C'est la vitesse du réflexe. Mais quand ça va être un ordinateur qui va être connecté grâce au réseau d'un opérateur magnifique, à super haut débit, sans fil, et qui aura embarqué des gigaoctets de données et de mégahertz de puissance, on ne pourra pas dire que l'ordinateur, il n'avait pas le temps. Parce que lui, en une milliseconde, il a le temps de faire 12 000 parties d'échecs avec Kasparov.
Donc, il va falloir, quelque part, à un moment, qu'il y ait quelqu'un qui programme un algorithme qui tranche. Ça nous amène un peu au problème du gouvernement par les algorithmes, puisque de plus en plus, ces algorithmes vont, pour notre confort, et en moyenne, effectivement, on va améliorer notre confort, à la marge, créer pas mal de petits dysfonctionnements à gauche, à droite, avec lesquels il faudra qu'on arrive à vivre. Un autre exemple de petit dysfonctionnement du gouvernement par les algorithmes, c'est le problème de l'intentionnalité de l'algorithme. Pour ceux qui ont Facebook, vous savez peut-être que Facebook a publié l'année dernière une étude où ils ont expliqué comment on pouvait contrôler l'humeur des gens avec Facebook. On leur envoie des bonnes nouvelles, ils sont de bonne humeur, on leur envoie des mauvaises nouvelles, ils font de mauvaise humeur. Bon. Et ça, c'était intentionnel. Il y a quelqu'un qui s'est dit, tiens, on va essayer de les faire déprimer, eux, puis ça a marché. Mais le business de Facebook, il n'est pas basé là-dessus. Le business de Facebook, il est basé sur la publicité. Je suis avocat en divorce, je vais voir Facebook, et je leur dis, trouvez-moi des gens qui sont pas loin de la brèche, là, parce que ceux qui ont déjà divorcé, ils ont déjà un avocat. Moi, je vais être le premier dans ceux qui sont en train de craquer. Et donc là, on va programmer dans l'algorithme, mais on ne va pas programmer dans l'algorithme, fait déprimer tout le monde pour qu'il divorce. Le gars, il va lancer le réseau de neurones en lui disant, voilà, il y a une variable qui est la publicité, là, enfin l'objectif, je veux que les gens cliquent sur ce texte-là. Puis tu as une population. Et puis on va faire des essais, des erreurs, on va faire de l'apprentissage, du machine learning, tout ça, pour optimiser la variable profit de Facebook, étant donné les gens qui sont là et la demande du client, du texte. Et donc c'est l'algorithme qui, de manière totalement accidentelle, va se mettre à envoyer des mauvaises nouvelles sur les murs de tout le monde pour les pousser au divorce. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, il faut que vous sachiez que Facebook choisit les news qu'il vous envoie. Vous avez 1000 amis Facebook, ça vous fait 2000 nouvelles par jour, vous pouvez en lire 100 en moyenne par jour. Donc ça fait beaucoup de latitude à Facebook pour choisir les nouvelles qu'il vous envoie. Je vais conclure sur un problème qui me tracasse encore plus et pour lequel j'ai encore moins de réponses. C'est l'implémentation de la loi par les algorithmes. Aujourd'hui, par exemple, interpeller les gens au faciès, c'est interdit. Et on peut dire à un officier de police, bon, il ne faut pas le faire. Hein. Mais quand ce sera un algorithme qui va le faire, l'algorithme va prendre tous les paramètres et on ne pourra pas lui dire, ne tiens pas compte du paramètre couleur de la peau, quoi. Donc des choses qui sont écrites dans la loi et qu'on donnait à des personnes à implémenter en lui disant, garde bien, n'exécute pas tout à la lettre, mais garde bien la loi à l'esprit, vont tout simplement disparaître au profit de l'exécution de l'algorithme. Vous avez un algorithme au fisc qui cherche à détecter les fraudeurs fiscaux. Voilà. Donc il y a des lois sur qui a droit à telle niche, qui a droit à tel avantage, etc. Si l'algorithme qui détermine qui il faut contrôler, de manière heuristique, donc de manière statistique, qui regarde, en fonction de plein de paramètres, etc., rate systématiquement les propriétaires de yachts. On n'y peut rien, c'est l'algorithme. L'algorithme, il a été vaguement paramétré de manière extérieure, mais s'il y a une zone d'ombre pour l'algorithme, finalement, c'est comme si ces gens-là n'étaient pas soumis à la loi. Et finalement, c'est comme si l'algorithme faisait la loi. Alors que les gens qui chassent les fraudeurs fiscaux, c'est l'État, c'est le gouvernement, c'est le pouvoir exécutif. Les gens qui contrôlent les gens dans la rue, c'est la police, c'est l'exécutif. Quand on commence à donner des algorithmes à l'exécutif, on commence à donner du pouvoir finalement législatif à l'exécutif. Donc on commence à fusionner un peu ce principe de base de notre République qui est la séparation des pouvoirs. Et encore une fois, je vais vous laisser sur cette interrogation, parce que je n'ai pas la réponse.